Bonjour les amis, je suis ravi de vous emmener aujourd'hui en balade tout autour du boulevard Saint-Marcel. C'est une longue voie de 740 mètres de long qui démarre à l'avenue des Gobelins et qui se termine à boulevard de l'Hôpital. Alors, il sépare deux arrondissements, le 5e avec le quartier du Jardin des Plantes et le 13e avec le quartier de la Pitié-Salpêtrière. Bon, j'ai pris la contre-allée, c'est un peu plus calme. Alors, je voulais vous dire que ce boulevard Saint-Marcel doit son nom à une ancienne collégiale installée ici au Moyen-Âge et qui était consacrée à Saint Marcel, un ancien évêque de Paris, mort en 436. Alors, ce boulevard Saint-Marcel a une particularité qui a longtemps fait polémique lors de son réaménagement en 2004, c'est qu'il est difficile à traverser. D'abord, il faut regarder à gauche et puis à droite pour traverser la voie consacrée aux voitures et puis à nouveau à gauche et à droite pour traverser la voie consacrée aux bus. Voilà, ça c'est fait. Oups. Allez, cette fois c'est parti pour un nouveau numéro de Paname dans un quartier plein de surprises et plein de rencontres. Au sommaire de notre balade autour du boulevard Saint-Marcel, embarquement pour les Seychelles. Yvan atterrit au Coco de Mer, un restaurant les pieds dans le sable. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est du poulpe, messieurs. Ah bah il est bon. Hein. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Les réponses peut-être à l'Institut de paléontologie humaine. Retour sur nos origines avec le chercheur Henri de Vimler. Autour du boulevard Saint-Marcel, c'est aussi l'incontournable manufacture des Gobelins. Des techniques de fabrication de tapisseries inchangées depuis Louis XIV. Attention Yvan, c'est chaud. Là c'est chaud si vous touchez. Ah oui, là c'est chaud. Et c'est avec zénitude que notre historien Frédéric Gersal et Yvan nous font découvrir l'origine et l'histoire de l'enclos des Gobelins. Vous devriez mettre un petit peu de crème parce que vous êtes un peu escarlate. Ah, c'est possible. Saint-Marcel et ses écoles d'art. Joop Stoup ne pouvait pas s'installer ailleurs. Cette boutique unique à Paris est spécialisée dans les encres et le matériel d'impression d'art. Et qui achète ça? Mais avant de démarrer notre balade autour du boulevard Saint-Marcel, c'est l'heure d'un petit café dans un endroit singulier. Aux 3 rue Scipion. Salut Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Comment va l'enfant du quartier? Ça va. Tu te fais un petit café? Bah allez, Un petit café à 1 €, ce qui est pas cher dans le quartier. c'est vrai. C'est rare. Alors toi, tu as toujours habité ici. Hein. Ouais, Et donc tu avais envie d'ouvrir un lieu atypique. c'est ça. Donc là, c'est un lieu qui fait brocante, salon de thé, qui fait aussi galerie. Ça Parce veut que dire tout est à vendre. Ah bon? Une c'est fois que j'ai bu mon café, je peux acheter la tasse. C'est ça. Donc tu chines. Partez avec. Ouais. À la base, je suis photographe et je fais de la photographie comme une collection. Et du coup, j'ai commencé à chiner des négatifs d'anonymes dans les brocantes et du coup des objets à accumuler en fait. Et du coup, ce café, ça me soigne un peu. Du coup, je me débarrasse des objets. D'accord. Parce que je me rends compte que ce qui me plaît le plus, c'est de les chercher, plus que de c'est les de avoir. chiner. Quoi. C'est ça. Après, ça me C'est fait... de la chasse au trésor. C'est ça. Après, ça me fait plaisir. Si ça plaît à quelqu'un, c'est parfait, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce côté brocante et hétéroclite fait que le regard se perd un peu, enfin que ça prête à la discussion, plus que d'autres cafés, je pense. Et à la création. Et à la création aussi. Ouais. Souvent aussi dans un endroit un peu classique, où, au bout d'une demi-heure, on se fait virer un peu, où il faut reconsommer quelque chose. Et là, moi, j'ai pas fait cette politique-là, quoi. Donc ça veut dire que je peux rester 2-3 heures avec mon café, tu vas me demander. Rien du tout. Tu vas dire, oh, faut Rien du consommer tout. ici. C'est bizarre, sympa. mais ouais, voilà. C'est ce que tu voulais comme lieu. C'est ça. Et c'est ce qu'il n'y a pas ici, ça Non. c'est clair. Est-ce que quelque part, tu n'es pas en train de me dire que tu veux retrouver l'esprit d'un quartier d'autrefois? Peut-être un peu, oui. C'est ça. Bah, écoute, merci. C'est sympa de démarrer la journée ici, au Café Curieux, dans ce drôle d'endroit. Allez Yvan, c'est parti. On commence notre balade rue Lebrun, chez Rosalie Stoup, lieu unique à Paris spécialisé dans l'impression d'art, en gravure, lithographie et sérigraphie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bonjour Lucas. Bonjour, ça va? Super bien. C'est incroyable, on trouve tout chez toi pour Oui. l'imprimerie d'art. Pour l'impression d'art, oui. En gravure, en lithographie et en sérigraphie.
Comment ça en lithographie? En lithographie, donc on vend des pierres sur lesquelles on dessine. Waouh! Et ensuite, on peut imprimer ça sur une énorme presse. C'est très beau. Ah oui! Mais qui achète ça? Des imprimeurs, lithographes. Elle a déjà servi cette pierre-là? Oui, elles ont toutes déjà servi. Elles se font de plus en plus rares, donc généralement on récupère des pierres qu'on graine, qu'on remet à neuf, et ensuite on redessine dessus et on est prêt à travailler. D'accord. Donc, lithographie, Sérigraphie et gravure taille douce. On peut faire de la gravure taille douce, donc dans ce cas-là, il te faut de l'encre, Ouais. un support sur lequel on grave, donc du métal ou du plastique. Ensuite, il faut des outils pour graver et le papier pour l'imprimer. Avec cette machine-là, Avec cette presse, ça s'appelle une presse. une presse. Donc ma collègue Biche, voilà, elle pose le papier dessus et ensuite on tourne. Dis-moi, ça n'a pas beaucoup évolué, les techniques. C'est toujours les mêmes depuis des années, puis des siècles même. Oui, c'est les vraies techniques d'impression artistique. On a une surprise pour toi. C'est-à-dire? On t'a piqué une photo sur Facebook Ouais. qu'on va t'imprimer, donc en lithopolyester. C'est quoi ça? C'est une façon moderne de faire de la lithographie, Ouais. en beaucoup moins lourd. Ah ouais, on n'a pas besoin des pierres là. Exactement. Là, tu peux voir que c'est une feuille de plastique qui a remplacé la pierre. Ouais. Mais Ah, c'est une feuille de plastique. basiquement, le principe est le même. Donc l'encre, là, ne se dépose que sur la photo. Mais on peut prendre des cours? Oui. Tu peux t'inscrire par exemple à la ville de Paris qui donne des cours. D'accord. Yes. Ah ouais! Regardez, c'est toujours moi. Je trouve ça très bien. Merci beaucoup Merci à pour toi. cette découverte et pour cette boutique unique à Paris. Oui. Autour du boulevard Saint-Marcel, avenue des Gobelins, au numéro 42, impossible de passer à côté de cette institution de la manufacture des Gobelins. Yvan, monsieur de Gersal, grand chambellan de l'histoire de Paname, t'y attend, en pleine méditation. C'est pas un temple bouddhiste ici. hein. Une petite réflexion, là. Aidez-moi à me lever. Oh là, ouf. Oh, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans l'enclos des Gobelins? Ah, vous avez raison, rien que ce mot fait rêver le monde entier. Gobelin. On a un monsieur Gobelin qui s'installe un jour ici. Il est venu avec son savoir-faire, avec son métier. Pourquoi s'installe-t-il ici? Parce qu'on est au bout de la rue Mouffetard. Bien tout simplement ce que coule là. Bièvre. La Bièvre. Une rivière qui va se jeter dans la Seine. Aujourd'hui disparue, qui est derrière, absolument. Mais sous terre. Mais aujourd'hui sous terre. Et alors, lui qui était teinturier pour s'installer, pour teindre ses tissus. Il était teinturier en escarlate. On dit aujourd'hui l'écarlate. Or, l'escarlate à l'époque, c'était un teinturier qui travaillait les tissus avec des motifs. Hein, il ne s'agissait pas forcément de la couleur rouge, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Alors, il s'installe, et puis petit à petit, ça prend de l'ampleur et ça commence à se faire connaître. Du coup, quand le roi Henri IV commence à avoir des idées de fabrication de tapisserie, mais ici, en France, pour éviter d'importer de l'étranger le savoir-faire, il se dit pourquoi pas utiliser ce lieu des Gobelins et puis y installer des spécialistes. Alors on va chercher des Flamands, puisque les gens du Nord savent travailler la tapisserie. Et puis après, c'est Colbert et Louis XIV qui vont donner un nouvel élan avec un type formidable, Oui, c'est qui lui? Bob. Ah, monsieur Lebrun. Oui, Charlie. C'est pas- Charles. Charles. Lebrun, premier peintre du roi, premier directeur de cet établissement. Il habitait ici, figurez-vous, dans cette petite maison qui est toujours debout. Et je vais vous faire passer de l'autre côté parce qu'il y a une autre cour comme celle-ci avec un personnage très emblématique. Vous devriez mettre un petit peu de crème parce que vous êtes un peu escarlate. Ah, c'est possible, c'est possible. Mais arrêtez de me tripoter sans arrêt. Nous voilà dans la seconde cour, avec le deuxième personnage clé. Colbert devient le maître absolu, pratiquement le premier ministre de Louis XIV, et c'est lui qui va fonder en 1662 cette manufacture. Oui, parce que qu'est-ce qu'on faisait précisément ici? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on faisait autrefois? Alors ici, le but, c'est de réparer, pratiquement rénover, inventer,
imaginer, créer et transmettre. C'est vraiment les mots clés de l'origine de cette maison extraordinaire, cette manufacture royale et destinée à la couronne pour les meubles et les tapisseries. Donc on fait des tapis, des tapisseries. Oui. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est la même chose. J'ai envie de dire que ça n'a pratiquement pas bougé. Le savoir-faire est le même, on se transmet de génération en génération. Et puis surtout, on ne peut pas commander. Tout vient de l'État. Tout ce qui est fait ici est destiné à l'État. Ah, je peux pas acheter. Ah non, c'est même pas la peine de penser pouvoir passer une commande pour un jour où vous serez riche. Non, d'abord, ce serait trop cher. Et puis en plus, c'est unique en son genre. C'est fait pour les bâtiments de la République. Ben, écoutez, je vais aller voir ça de plus près. Ah bah si vous avez un rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous avec une lissière. Ah, vous avez de la chance. Il travaille vous. sur un métier vertical. Oui, une haute lisse. Une haute lisse. Ah oui, alors en plus il travaille à l'envers, vous verrez ça. Moi je vous laisse découvrir. Pendant ce temps-là, je vais reprendre parce que j'étais à 480 Ah, pavés. vous comptez les pavés? Oui, vous je compte les pavés. C'est fini, mais 68. Hein, 481, Allez. 482, 3, 4, 5, 6. Tu pousses toi, tu pousses ton pied. 14, 15. Tu vois bien que je compte, non? C'est quand même pénible. Hein? 17. Frédéric, tu nous diras le nombre de pavés total une prochaine fois. Nous restons dans l'enclos de la manufacture des Gobelins, car Yvan a hâte de découvrir les activités séculaires des lieux. Bonjour Sylvie. Ah, bonjour. Alors, me dites pas qu'ici on fait des couleurs comme au temps de Louis XIV. On fait des couleurs comme au temps de Louis XIV, mais pas avec les mêmes colorants. Puisqu'à l'époque, c'était du synthétique, du végétal, pardon, et maintenant on travaille avec des colorants synthétiques. Ah oui. On fait toutes les couleurs inimaginables. Et ça, sauf qu'est-ce que le c'est blanc. alors là? Ah, ça, c'est le cercle chromatique qui date de l'époque de Chevreul, 1861. Il a été réalisé en colorant végétal. Donc là, on est avec des couleurs naturelles. Tout à fait. La cochenille, l'indigo, la gaude et la garance. Et donc ça sert quoi de référence à vos couleurs à vous? En fait, c'était une classification des couleurs et grâce à ça, il a créé plusieurs gammes franches, plusieurs tonalités, etc. Et on arrive à 14 420 tons. Mais maintenant, on est à plus de 30 000 couleurs répertoriées. Alors voici l'ancien laboratoire de Chevreul. Waouh. Là, dans les vitrines, on peut voir quelques échantillons des premiers colorants de synthèse. Là, on est au 19e siècle alors. Tout à fait. De nos jours, on utilisera les colorants qui sont sur le rebord de la fenêtre. Donc on travaille ici encore dans cette pièce? Ici, on vient en fait peser les colorants dont on a besoin pour réaliser les couleurs. Alors voilà l'atelier de nos jours. D'accord. Donc c'est vraiment ici qu'on teinte la Tout à laine. fait. Donc les principes de teinture très simples, Oui. une cuve remplie d'eau, on met du colorant, on met de la laine écrue et on fait une couleur. Ce qui est difficile, c'est de réaliser une couleur précise à un échantillon demandé. Sinon, tout le monde peut faire de la teinture. Il suffit juste de mettre de la laine avec de l'eau teintée et ça bout, c'est ça? Tout à fait. Combien de temps? On démarre une teinture à 50 degrés et on la fait bouillir à 100 degrés. Pour une première cuisson, il faut à peu près 3 heures. Et ensuite, ce qu'on appelle les corrections, c'est-à-dire les rajouts de colorants, il faut compter à peu près 1 heure. Oh, c'est joli, on dirait des cheveux. Ouais, un peu bleu ciel. Oui, alors voilà, le principe, c'est aussi de balader un peu la laine pour pas que ça quand s'en mette même. trop. Et comme on n'est pas en immersion totale, de temps en temps, on tourne la couleur ainsi. Ça chaud? Un petit peu, mais bon, on a les bouts des doigts. Bah si, là, c'est chaud si vous touchez. Ah oui, là c'est chaud là. Voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps? 30 ans. 30 ans de maison? 30 ans. Donc on la quitte pas cette maison-là? Non. Alors la couleur, quand elle est terminée, elle est rincée et essorée et elle est mise à sécher à l'air libre. Il est On incroyable, enfile ce les séchoir. échaux sur ces perches, on les tape pour un peu Démêlé? démêler. Bon là ça va, c'est pas trop emmêlé. On laisse sécher à l'air libre 2-3 jours et une fois que c'est terminé, c'est empaqueté et c'est distribué dans les différents ateliers de tissage. Là, tu es content du résultat? Ah C'est à bah peu oui, près- si elles sont Ouais. là, c'est que c'est parfait. Ah, c'est que c'est parfait. Ah, c'est parfait. Là, c'est pourquoi? C'est pour un tapis, plusieurs tapis? Non, ça c'est des tapisseries. Bonjour Lauriane. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, oui. Je suis désolé de te déranger en plein boulot. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je tisse une tapisserie de haute lisse, donc qui est faite à la manufacture des Gobelins. Et je vais te montrer toutes les étapes qui sont nécessaires pour tisser la tapisserie.
Donc déjà, nous avons le carton de l'artiste qui est acheté par une commission donc, organisée par le ministère de la Culture, puisque notre établissement dépend du ministère de la Culture. Là, tu vas être tout à fait capable de faire toutes ces différences de couleurs, ces Ouais, nuances. Exactement. En fait, c'est là où on est vraiment des artistes lissiers, c'est là où on crée, parce qu'en fait, on doit trouver le juste milieu entre la main de l'artiste, qui est celle d'un travail vraiment en 2 dimensions dans une matière spécifique. Donc ici, c'est du feutre et de l'acrylique. Et nous, on doit rendre cet effet avec de la laine en format monumental et décoratif. Donc, les dimensions, c'est de là Ah, jusque là-bas, là. voilà. Là, on a 3,20 m. Et après, en hauteur? En hauteur, c'est 2,20 m qu'on roule au fur et à mesure, parce qu'évidemment, en fait, on ne va pas aller tisser là-haut. Donc, au fur et à mesure, on roule pour être toujours à bonne hauteur. Et là, tu as tissé combien de Là, centimètres, on a fait de à peu mètres? près 1 mètre. Et pour en tisser 1 mètre, c'est combien de temps? À peu près 7 mois. Après, c'est... 7 mois, toi, toute ouais. seule? Non, on est 2, et c'est là où il faut faire attention sur le temps, parce que parfois on se dit ça peut durer 3 ans. Si la personne est toute seule, c'est long. Si on est 2 ou 3 sur le tissage, forcément ce sera plus court. Comment tu as eu envie de faire ce métier? Ça s'est passé comment pour toi? C'est complètement par hasard. C'est la vie. Au départ, on sait qu'on est artistique, on va faire des écoles. On tombe par hasard sur l'institution. C'est tellement toujours de la recherche de solutions et en même temps plaisant de se dire qu'on travaille pour une institution et que tout ce qu'on tisse tous les jours est patrimoine de France, qu'il y a cet instinct de passion qui reste. Donc, si j'ai bien compris, tu es un peu comme un chef d'orchestre. Exactement. Et puis ça, ce sont tes instruments. Ouais. Voilà. Et tu joues une grande partition. Ouais. Tu dis, tiens, là, un petit peu plus de bleu, un petit peu moins. C'est comme des crayons de couleur et on vient à chaque fois se dire, tiens, aujourd'hui je vais mettre un peu plus de bleu, de blanc. On est vraiment en phase avec le créatif, la matière, les couleurs, les formes. Et là, le temps s'arrête un peu. Oui, réellement. Bon, je te laisse travailler. Ouais. Merci beaucoup. Bien de rien. Bravo, vraiment Merci bravo. beaucoup. Merci. Au 1 rue René Banhart s'est installée il y a plus d'un siècle une autre institution, la Fondation de paléontologie humaine. Yvan, un des plus célèbres préhistoriens, t'y attend. Le professeur Henri de Lumley et ses années de recherche. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Delomley. Oui, il vous attend dans son bureau. Merci. Bonjour, Monsieur Delomley. Ah, bonjour, monsieur. Enchanté. Merci de me recevoir dans votre beau bureau. On sent le poids de l'histoire ici, quand C'est même. l'Institut de paléontologie humaine, une fondation scientifique, Albert Ier, prince de Monaco. D'ailleurs, ce tableau raconte l'histoire de la fondation qui a été inaugurée en 1910. Donc ici, on cherche, on archive aussi, j'imagine. Toute l'histoire de la préhistoire est là. J'aime beaucoup l'Institut de paléontologie humaine. C'est un moyen de travail fantastique pour comprendre le comportement et le mode de vie des hommes préhistoriques, comprendre ce qu'est la définition de l'homme. Waouh. Voilà. Salle du moulage, cette salle est consacrée à l'homme fossile. Et tous ces tiroirs sont pleins de restes humains fossiles depuis plusieurs centaines de milliers d'années, très précieux. Vous avez les Australopithèques, les Homo erectus, depuis 1 800 000 ans, jusque vers 100 000 ans. C'est sur cette collection qu'est basé l'arbre généalogique de l'évolution de l'homme. Voici le crâne de l'homme de Totavel, un Homo erectus européen, que nous appelons Homo erectus totavelensis, qui date de 450 000 ans. On l'a daté d'ailleurs dans cette maison. Et vous voyez, si on le compare à votre crâne, il est bien différent du vôtre. Vous voyez, on peut regarder les deux. Il avait un crâne bas, un front fuyant, alors que vous avez un beau front, monsieur. Alors, vous cherchez toujours. Un archéologue, ça cherche toujours, ça creuse, ça a envie. On est en plein chantier, Voilà. on a plusieurs chantiers actuellement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous trouvez quelque chose, ça peut remettre en cause tout? Non, en général, ça confirme ou ça complète. Des fois, ça fait des petites modifications. Henri, vous avez quel âge? Ah, je suis un peu vieux, j'ai 83 ans. 83 ans. Toute votre vie, vous l'avez consacrée à ça. J'ai toujours été en vacances parce qu'à l'âge de 10 ans, Marseille avait été bombardée. On avait supprimé les collèges. Et pour me permettre de rester tranquille, ma maman m'a acheté un livre qui s'appelle La guerre du feu de Rossini. Je l'ai lu, j'ai été passionné et j'ai décidé, à l'âge de 10 ans, de devenir préhistorien. C'est un rêve d'enfance.
Ça, c'est la bibliothèque alors. La bibliothèque de l'Institut de paléontologie humaine. Et c'est une bibliothèque extrêmement riche, avec un fonds très ancien d'ouvrages, et pratiquement toutes les publications concernant la préhistoire, depuis l'origine de cette science, et même avant. Et je vais vous en montrer un des nombreux livres concernant des peintures préhistoriques. Et je vais vous montrer des relevés de l'abbé Breuil, qui sont des relevés extraordinaires, comme par exemple les reines affrontées de la grotte de Fond-de-Gaume en Dordogne, en Périgord, près des ici de Taillac. Donc toute sa vie, il a étudié et L'abbé Breuil les a reproduits, il les a dessinés, ce qui était dans l'autre, c'est très exact, et puis il les a interprétés. Pour vous, ce livre, c'est une Bible. Ah oui. Dites-moi, Henri, vous qui avez étudié l'homme depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que ça va très très vite maintenant, ça s'accélère. Oui. Un grand facteur d'évolution, ça a été la sélection naturelle, qui a été mis en évidence par Darwin. Eh bien, avec tous nos médecins, nos fabricants de molécules, on peut faire des clonages. Et aujourd'hui, on peut dire que l'homme est devenu un apprenti sorcier, maître de son évolution. Mais il faut savoir que l'homme fait partie intégrante du milieu naturel et qu'il ne pourra jamais couper les racines qu'il enchaîne au milieu naturel. Des vertébrés aux invertébrés, il n'y a qu'un pas, boulevard Saint-Marcel. Déguster du poulpe façon île des Seychelles, c'est ici, au numéro 34, au restaurant atypique Coco de Mer, chez Pierre, le marchand de sable. Salut Pierre. Salut Yvan. Ça va, c'est l'heure des comptes? Bienvenue aux Seychelles. Oui, c'est vraiment les Seychelles. Ici, c'est du sable, les Seychelles? Le Danse Royal. Oui. C'est la plus belle plage de Mahé. Bien sûr, vraiment. On a un avion privé. Ouais, arrête. Je te crois pas. Il vient d'où ce sable? Pas trop loin de Paris. D'accord. Tu changes souvent, non? Disons une fois par mois. Une fois par mois? C'est incroyable ce lieu. C'est une vraie surprise ici, boulevard Saint-Marcel. Ça te plaît? Bah oui, j'adore. On est ailleurs. Ouais. C'est rare, un restaurant seychellois. L'idée, c'est de dépayser totalement nos clients. Oui. Ils arrivent, ils trouvent un petit coin des Seychelles à Paris. C'est assez étonnant pour eux et ça fait voyager. Ça, c'est la maison de famille? Non, c'est pas une maison de famille, c'est une échoppe dans le village Danse Royal où j'ai grandi. La maison de famille, c'est... Elle est là. Le père pas de vue. Ouais. C'est une maison coloniale. Et toi, c'était ton terrain de jeu, là? Et nous, ta piscine on était a là. grandi là. Wow. Il y a pire comme coin, mais on a grandi là. Ouais, c'est à peu près le même sable, hein. C'est la même couleur. Exactement. J'avance un peu, hein, j'ai envie de découvrir l'endroit. Ça, c'est vraiment le style qu'on trouve aux Seychelles? Période un peu internationale. Ouais. C'est ce qu'on retrouve un peu au Brésil, on peut retrouver en Corse, on peut retrouver aux Seychelles. C'est l'endroit de détente, voilà, avec Maurice, avec vue sur la mer et tout. Ouais. Alors voilà. La fameuse Coco Fest. C'est le Graal des Seychelles. Ça vaut une fortune, ça. Oui, on a 800 € la pièce. 800 € pièce, ça. Oui, pour partir avec, il faut avoir des bras, parce que c'est lourd. Et surtout un permis d'exportation, parce que le gouvernement seychellois limite le nombre pour éviter qu'il y ait trop de braconnage et que la population de Cocofès ait le temps de se renouveler également. Donc c'est une plante totalement endémique. Oui, endémique, oui. Sur une île, l'île de Pralin, c'est une vallée, ça s'appelle la vallée de Mai. Et vous avez donc cette population de palmiers, de coco de mer, qui produit ça s'appelle du coco de mer. Et c'est l'emblème du pays. Oui, c'est aussi l'emblème du pays. Puis qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est du poulpe, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vivant? Bonjour, enchanté. Il est encore vivant? Ah non. Non, il bouge plus là maintenant. Qui c'est qui cuisine ici? Quand je ne suis pas là, c'est Rénal, et quand je suis là, je cuisine. Et Rénal est en salle, il s'occupe des clients. Ce petit accent vient d'où? Seychelles. Seychelles? Voilà. D'accord. Donc vous parlez seychellois? On parle créole. Créole? Et comment on dit poulpe en créole? Zourit. C'est une cuisson qui va durer 5 à 6 heures. Ah oui, c'est comme à 58 degrés. On ne cuit pas un poulpe, comme ça. Voilà. C'est du caoutchouc sinon. C'est pas la cocotte minute. C'est immangeable. Ça, c'est la technique pour qu'il soit le plus fondant possible. Voilà, plus fondant possible. Je vais me passer le poulpe. Ah, le poulpe. Donc, il a été cuisiné avec du curry. Juste mariné avec du curry et des épices. Ça, c'est notre poulpe qui a été cuit pendant 5 heures. Voilà, pendant 5 heures. Donc, dans une poêle bien chaude. Mais tout de suite, on va mettre le lait de coco. Ça, c'est important, le lait de coco dans la cuisine seychelloise, non? Ce plat, en tout cas, c'est incontournable. Donc, il y a beaucoup d'influences indiennes. Beaucoup d'influences indiennes, oui. Indiennes, asiatiques, africaines, européennes. On ne sait plus vraiment qui fait quoi, mais bon.
C'est un mélange de tout ça. De tout ça. Là, on va mettre un peu d'ail, un peu de gingembre. Voilà. Donc c'est une cuisine quand même très relevée. Pour le coup, ici, 0 piment. T'as vu la texture du poulpe? C'est ce qui fait que le plat est réussi. 5 heures minimum. Minimum. En séchellois, c'est délicieux. Ça se dit comment? Ibon. Ibon? Ah bah Ibon. Hein. Alors comment on dit au revoir? On dit bye bye. Bye bye en créole. Un anglicisme, mais on termine par un petit mot séchellois qui dit moi war ou, qui veut dire moi war toi, je te reverrai. Moi waouh. Moi war ou. Voilà. Ouais. Bon, ben moi je vous promets qu'on va se revoir pour un prochain numéro de Paname. On va terminer cette émission autour de ce bon plat séchellois en compagnie de Rénal et de Pierre. On peut évidemment voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, j'adore ça sur les réseaux sociaux. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. On dit comment? Moi waouh. Moi waouh. Moi waouh. Les bons plans autour du boulevard Saint-Marcel. C'est un bout de Seychelles, les pieds dans le sable et une cuisine ensoleillée au restaurant Coco de Mer. La Manufacture des Gobelins, institution patrimoine de France, à visiter quand vous voulez. Et enfin, c'est un petit café curieux, moitié brocante, moitié café, où tout est à vendre, de votre tasse de café à votre chaise.